Bonjour à tous, nous entamons aujourd'hui un cours qui va nous permettre de revoir rapidement des notions que vous avez croisées en secondaire 1 et 2, notamment à propos de la matière et de l'énergie. La matière, telle qu'on la conçoit actuellement, on considère qu'elle est faite d'atomes, et les atomes, on va y revenir juste après, mais entre autres dans leur définition, les atomes ont un volume et une masse. Donc, deux aspects très importants qui vont nous être utiles tout au long de l'année concernant les différentes approches de description de la matière. La matière, vous le savez, elle existe sous différents états. Donc on peut la retrouver à l'état gazeux, à l'état solide ou à l'état liquide, entre autres. Il existe d'autres états plus extrêmes, mais ce sont les trois principaux. Lorsqu'on parle de volume, on s'entend sur le fait que le volume d'un objet, c'est l'espace qu'il occupe. Donc, dans notre façon de voir l'espace, on utilise trois dimensions, donc la hauteur, la longueur et la largeur. Alors, mesurer le volume d'un objet, c'est simplement mesurer l'espace qu'il occupe en utilisant une définition en trois dimensions. Donc, le mètre cube étant l'unité du volume, ou le litre si on a des liquides. Donc, là, on a des atomes qu'on positionne dans un espace et on voit qu'ils occupent un certain volume. Donc, ce concept-là est assez évident normalement, et vous l'avez déjà vu. À noter, et on fera bien attention que c'est un V majuscule qu'on utilise pour représenter le volume. La masse, représentée par la lettre M minuscule, correspond à la quantité de matière. Alors, ça a été expliqué en secondaire 1 et 2, et on va y revenir très rapidement cette année. La quantité de matière, littéralement, en réalité, c'est le nombre d'atomes contenus dans la matière. Sauf qu'il est impossible, techniquement, de mesurer le nombre d'atomes qu'il y a dans un échantillon, dans un laboratoire. Alors, on réalise ce qu'on appelle une mesure indirecte. On va peser l'objet et on a un outil qui s'appelle une balance qui va nous indiquer la masse de l'objet, bien qu'elle ait en réalité, comme vous le comprenez, mesurer le poids de l'objet, puisque elle mesure la force avec laquelle l'objet va pousser sur la balance. Donc la balance va faire une transformation pour nous indiquer la masse qui correspond. Alors l'unité de la masse, c'est le kilogramme. Autre aspect très important qu'on utilise à chaque année dans le cours de sciences, c'est le concept d'énergie. Alors ce concept est très compliqué à définir, il y a plusieurs aspects. La plupart du temps, il est confondu avec des sources d'énergie. En réalité, s'il y a un petit astérisque ici à l'écran, c'est pour que vous compreniez bien que c'est une définition qu'on utilise cette année, mais on pourrait en utiliser d'autres. Donc, on va y aller sur les concepts les plus simples qu'on voit en secondaire 3 et qui vont nous être utiles en secondaire 4, mais on pourrait tout à fait décrire l'énergie d'une autre manière. Alors pour nous, ça va être la capacité d'un système à produire du mouvement ou à libérer de la lumière. Et quand on dit lumière, on parle de tous les rayonnements électromagnétiques et pas seulement la lumière visible. Donc si un objet est en mouvement, comme le vélo ici, on considère qu'il a de l'énergie. Si un objet libère de la lumière, comme le feu par exemple qu'on voit apparaître quand une bûche de bois va brûler, ou la lumière qui vient du soleil, donc ce sont des manifestations énergétiques. Alors en réalité, il y a une autre approche qui est assez standard en sciences, c'est de considérer ce qu'on appelle l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, donc les deux formes d'énergie, les deux grandes familles d'énergie, donc l'énergie liée à la vitesse et l'énergie liée à ce qu'on retrouve dans la matière, donc pas forcément liée au mouvement. Alors pour nous cette année, on va en nommer 4, mais j'insiste sur le fait que il y a plusieurs façons de définir l'énergie, puis on pourrait créer d'autres catégories, mais pour nous, on va y aller avec 4 manifestations énergétiques qui sont très importantes dans notre cursus. Donc l'énergie thermique, qui est l'agitation des particules. Alors dans l'approche cinétique et potentielle, ce serait l'énergie cinétique, mais nous on va y aller avec thermique pour l'énergie d'agitation. On y va avec l'énergie rayonnante pour les rayons, donc littéralement de lumière visible ou ultraviolette ou gamma, peu importe les rayons qui sortent, c'est une autre manifestation d'énergie. On va y aller avec l'énergie chimique pour l'énergie contenue dans les liaisons entre les atomes. Et on va utiliser le mot
mécanique pour l'énergie liée au mouvement et à la position en altitude d'un objet. Donc, je répète encore une fois, on y va avec ces 4 formes-là, mais il y a plein de possibilités de catégorisation de l'énergie. Alors, pour y aller plus en détail, l'énergie thermique, comme vous le savez, c'est l'agitation des particules. Donc, c'est la quantité finalement de mouvement un petit peu aléatoire que les particules vont avoir. Et plus elles vont avoir d'énergie thermique, et plus elles vont se déplacer rapidement dans n'importe quelle direction. Donc, on note bien que cette énergie, c'est du mouvement de particules, que ce soit des atomes ou des molécules, et qu'on n'a pas de direction précise, ça part dans tous les sens. L'énergie chimique, elle, c'est celle qui correspond à ce qui relie les atomes entre eux, donc comme vous voyez ici en bleu, donc c'est l'énergie qu'il y a entre les atomes dans des molécules. Lorsque la bûche de bois va brûler, en fait, ce sont ces liaisons chimiques qui vont être détruites en partie et qui vont donc faire sortir de l'énergie sous forme de chaleur ou de rayons. Alors, l'énergie rayonnante, ce sont littéralement des rayons, donc des ondes énergétiques, dans le langage des scientifiques, qui vont sortir des atomes. Alors, il en existe plein de catégories. Là, si on parle du soleil, et quand on l'observe, on parle de rayons visibles, mais il existe d'autres catégories de rayons. Nous y reviendrons cette année. Et enfin, l'énergie mécanique pour nous cette année, donc ça c'est un terme très général qui veut dire beaucoup de choses, mais pour nous cette année, ça va être le mouvement coordonné des particules. Donc regardez bien, c'est la différence avec l'énergie thermique. Tous les atomes ou les molécules vont en même temps dans la même direction. Donc ça c'est le mouvement d'un objet, du skieur par exemple. Et également, on y inclura l'énergie potentielle gravitationnelle, donc le fait qu'on soit en hauteur et qu'on ait de l'énergie liée à notre altitude. Donc ça, on va le rentrer dans mécanique également. Alors, une fois qu'on a bien défini les différentes catégories d'énergie, eh bien, on peut se rendre compte que tout autour de nous, la matière contient de l'énergie et elle peut la transférer à d'autres morceaux de matière. Alors, un exemple, une boule de billard qui serait frappée et qui roulerait, donc elle a de l'énergie cinétique au mouvement et elle va percuter l'autre boule ici, elle va ainsi lui donner de l'énergie cinétique et ce faisant, elle va en perdre. Donc lorsque on a un objet qui a un certain type d'énergie et qu'il le donne à un autre objet, on considère qu'il s'agit d'un transfert d'énergie. Et très important, l'énergie reste la même. Donc si on avait de la mécanique au départ, on a de la mécanique à l'arrivée. Si on avait de la rayonnante au départ, on a de la rayonnante à l'arrivée, ainsi de suite. Donc là, ce que vous avez comme animation, c'est la boule de billard qui est avec de l'énergie mécanique et qui va transférer son énergie à l'autre boule et elle s'arrête éventuellement. Donc on conserve le type d'énergie. Ça, c'est ce qu'on appelle un transfert d'énergie quand on conserve le type d'énergie. Il y a également autour de nous des manifestations énergétiques dans lesquelles on va avoir des transformations d'énergie. Alors là, un objet a un certain type d'énergie et il va s'en débarrasser éventuellement sous une autre forme. Par exemple, la bûche de bois dont on parlait tout à l'heure, qui contient de l'énergie chimique, et bien lorsqu'elle brûle, en réalité, cette énergie chimique est transformée en une autre forme d'énergie, l'énergie rayonnante, dans le cas ici. Donc là, pour ne pas confondre, dans la transformation, on a une modification du type d'énergie, alors que dans le transfert, on conserve le type d'énergie. On va terminer le cours par une petite réflexion sur les états de la matière. En réalité, les 3 états de la matière, ce sont des états dans lesquels les particules ont une différente quantité d'agitation thermique, tout simplement. Donc la phase gazeuse, c'est la phase la plus agitée. Donc les particules sont très agitées, elles vont dans toutes les directions. Elles sont tellement agitées qu'il est possible facilement de mettre, par exemple, notre main à l'intérieur d'un objet à l'état gazeux. Les molécules étant très éloignées et se déplaçant très vite, eh bien c'est très facile de placer notre main dans de l'air, par exemple, ou dans de la vapeur d'eau. Donc les molécules étant agitées et très éloignées, il n'est pas difficile de rentrer à l'intérieur de cet état. La phase liquide est une phase où l'agitation est moins élevée. En réalité, l'agitation, elle est là, mais elle est moindre et en fait, elle ne permet pas aux atomes ou aux molécules de se débarrasser de l'attraction gravitationnelle. Donc, l'agitation, elle se fait
de gauche à droite, éventuellement vers le bas, mais elle n'est pas assez élevée pour que les molécules ou les atomes montent en hauteur, c'est-à-dire s'opposent à la force gravitationnelle. Donc les molécules et les atomes sont plus proches. Il est la plupart du temps possible d'insérer notre main dans un état liquide. Notre main, en fait, va pousser les atomes et les molécules, et comme elles sont quand même assez éloignées et agitées, eh bien, elles vont s'éloigner les unes des autres un peu plus quand on va mettre notre main dedans. Mais on va le ressentir un petit peu plus fortement. Donc, si on met notre main dans de l'eau liquide, on a une sensation plus intense que dans de la vapeur d'eau, dans laquelle on sent à peu près rien, parce qu'il y a beaucoup plus de molécules qui sont au contact de notre main au moment où on met notre main dans l'eau. Et le troisième état, la phase solide, donc l'état solide, alors là c'est un état dans lequel les atomes et les molécules ont très peu d'agitation, ils sont très proches les uns les autres. Alors tellement proches les uns les autres et tellement peu agités qu'ils sont, il est très difficile en réalité de passer à travers. Donc si j'essaie de mettre ma main dans de la glace, mais en réalité je n'y arriverai pas, les atomes et les molécules sont très 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 serrés et sont en fait en partie liés même, vous verrez ça un peu plus tard. Donc là, c'est un état très peu agité. Et on termine par ce petit tableau que vous avez déjà croisé, donc qui est assez utile et on utilise régulièrement les termes en classe. Donc ce sont les changements de phase. Donc lorsqu'on a de la matière à l'état solide qui passe à l'état liquide, eh bien on dit qu'elle fond, donc c'est la fusion. Lorsqu'on a d'un état liquide qui devient solide, on appelle ça la solidification. Lorsqu'on a l'état liquide qui devient un gaz, on appelle ça la vaporisation, ça devient de la vapeur. Et lorsque le gaz devient liquide, on appelle ça la liquéfaction. Et enfin, il nous reste à voir le passage de solide à gazeux, donc ça s'appelle la sublimation. Et le passage de gazeux à solide, on va appeler ça la condensation solide. Voilà pour ce deuxième cours.